Impeccable. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, un thème important, pas spécialement compliqué, qui est celui de la responsabilité. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en droit français, en fait, vous avez trois types de responsabilités. La responsabilité administrative qui ne nous concerne pas. C'est un rapport avec l'État. OK. Et vous avez la responsabilité civile et la responsabilité pénale. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, une affaire, un procès, peut être soit purement civil, purement responsabilité civile, soit purement pénal, ou bien les deux à la fois. OK. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quoi la responsabilité civile? C'est, qu'est-ce qu'elle a pour but? Quelle est la finalité de la responsabilité civile? Quand il y a un cas de responsabilité civile, on suppose que un préjudice a été subi. Alors, les termes préjudice et dommage sont synonymes. OK. Hein, un dommage, un préjudice, c'est quand vous avez morflé, quand vous avez subi. OK. Euh, Quelqu'un a été une victime, a subi un préjudice, et à l'origine de ce préjudice, il y a un responsable. OK. Il peut y avoir un responsable. Et la personne qui sera déclarée responsable par le tribunal, en fait, aura pour obligation, pour seule obligation, de réparer le tort qu'elle a causé. OK. En gros, c'est quand tu fais des dégâts, tu indemnises. C'est aussi simple que ça. OK. Voilà. Euh, je suis à la montagne, là, c'est caille. Euh, donc, la finalité des cas de responsabilité civile, c'est toujours de réparer le préjudice que subit la victime. OK. Et à l'origine donc de ce préjudice, il y a une personne qu'on appellera le responsable. OK. Alors, chose importante, celui qu'on déclare responsable n'est pas une personne que l'on stigmatise. On ne dit pas vous êtes un méchant, vous êtes un enfoiré, on va vous punir. Non, non, non. On dit juste les dégâts viennent de vous, ça vient de votre côté, sortez votre carnet de chèques pour réparer le dommage. Ou appelez en garantie votre assurance qui va payer à votre place les dommages que vous avez causés. OK. Ça, c'est la responsabilité civile qui vise à réparer un préjudice. La responsabilité pénale, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. C'est, vous avez fait un truc interdit par la loi, vous avez commis ce qu'on appelle une infraction pénale, une violation de la loi, et en conséquence, quand vous êtes mal comporté, on va vous punir. Et la punition, la sanction la plus courante en droit pénal, c'est soit une peine d'amende, c'est une somme d'argent que vous allez payer à titre de punition, ok? On vous met à l'amende, au sens strict, hein, ou on vous envoie en cabane. On vous prive de liberté, on vous fout en prison. Ok. Ça, c'est les deux principales sanctions. Il y en a d'autres, hein. C'est les deux principales sanctions que risque celui qui a commis une infraction pénale. Ok. Euh, alors, tout ce qui est responsabilité civile, les règles de la responsabilité civile sont dans le code civil. Les règles de la responsabilité pénale sont dans le code pénal. Ok. Le code pénal, si vous voulez, pour faire simple, dresse la liste de tout ce qui est interdit de faire, tout ce que vous n'avez pas le droit de faire. Voler, faire de la fausse monnaie, rouler trop vite, etc. Quand vous faites choper à faire un truc interdit, vous allez en être jugé. Et si les juges estiment que vous êtes coupable, que vous avez bien commis l'infraction, que vous en êtes coupable, alors vous allez éventuellement être puni. Ok. Alors, le terme de culpabilité n'a de sens qu'en droit pénal. En matière de responsabilité civile, tu ne dis pas quelqu'un qu'il est coupable. Non, tu dis juste qu'il est responsable. Ok. Alors, responsable civilement. Par contre, quand on dit que tu es responsable pénalement, ça veut dire que tu es coupable. Hein. Responsabilité pénale et culpabilité, c'est la même chose. OK? Mais en responsabilité civile, il n'y a pas de culpabilité. Il y a juste de la responsabilité tout court. OK. Alors, cette responsabilité civile, elle-même, se divise en deux domaines, que sont la responsabilité civile dite délictuelle ou bien la responsabilité civile dite contractuelle. OK. Dans les deux cas, un préjudice a été subi et celui qui sera déclaré responsable de ce préjudice devra indemniser la victime. Alors, une petite chose. Indemniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire filer, le responsable du dommage va filer à la victime de la thune pour le consoler de lui avoir causé des préjudices. Ok. Et l'argent
que le responsable verse à la victime, on appelle ça des dommages-intérêts. Des dommages-intérêts. Ok. Donc fondamentalement, les dommages-intérêts sont une somme d'argent qui a pour seule fonction de consoler la victime, de réparer le préjudice subi par la victime. Ça va? Alors qu'en droit pénal, l'amende que paye celui, le coupable d'une infraction, l'amende, ça sert à le faire chier. Je veux dire, quand vous roulez trop vite et vous recevez, vous êtes sanctionné par le paiement d'une amende de 300 balles, la punition, c'est que ça te fait chier de payer 300 balles. Ok. Hein. Voilà. Bon, maintenant, comme type de punition, vaut mieux payer une somme d'argent que d'aller en prison. Voilà. Hein, donc les trucs les plus graves ne sont pas punis en général par une peine d'amende, mais par une peine de prison. Maintenant, vous pouvez très bien être puni et d'une peine d'amende et d'une peine de prison. Tu vois? Si vous prenez le code pénal, par exemple. Code pénal, bon, vous avez la liste de toutes les conneries qu'il ne faut pas faire. Ok. Bon. Si vous prenez le vol, je prends l'exemple du vol, le vol simple, il y a plein de sortes de vols. Ok. Vol simple, alors tu as la définition, on te dit soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Ok. Et le code dit le voleur encourir, c'est-à-dire risquer, hein, encourt une peine maximale de 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. C'est-à-dire que si jamais vous commettez un vol, alors un vol simple, hein, c'est-à-dire tout seul, pas à main armée, etc. Hein, ok. Au maximum, vous risquez 3 ans de cabane et une amende de 45 000 euros à payer. Au maximum. Ok, voilà. Alors, euh, alors bien sûr, en quoi est-ce que responsabilité pénale et responsabilité civile diffèrent-ils? Déjà, le but. Au pénal, on punit, pénal punir. Au civil, on répare les dommages. Ok. Deux, c'est pas les mêmes tribunaux. Les tribunaux qui sont compétents, par exemple, en termes de responsabilité civile, c'est tribunal judiciaire, tribunal de commerce, les prud'hommes. En matière pénale, c'est tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises, contravention, délit, crime. Ok. Euh, le délai qu'on a pour lancer des poursuites en justice contre vous, ce qu'on appelle les délais de prescription, ne sont pas les mêmes. En matière de responsabilité civile, en général, c'est 5 ans. En matière pénale, ça peut être 1 an, 6 ans, 20 ans. Donc les délais de prescription ne sont pas les mêmes. Ok. Les tribunaux ne sont pas les mêmes. Le but visé n'est pas le même. Et un truc aussi qu'on ne vous dit pas dans le cours, mais moi je vous l'explique, c'est que en matière de responsabilité civile, n'importe qui peut être déclaré responsable du dommage qu'il a causé. De votre naissance à votre mort, vous pouvez être déclaré responsable. Un gamin de 2 ans peut, par accident, casser un vase. Ok, ben, le propriétaire du vase peut très bien attaquer le morpion en justice et le faire déclarer responsable du dommage. Et le gamin, alors, comme il est mineur, on le verra, c'est pas lui qui va payer, c'est ses parents qui sont responsables de lui. Mais à la base, avant de dire que les parents sont responsables, le juge dira, le gamin de 2 ans est responsable du truc qu'il a fait tomber, il doit payer, mais comme il est mineur, c'est pas lui qui va payer, c'est ses darons. Ok? Vous comprenez? Voilà. Donc, tout le monde, à n'importe quel âge, peut être déclaré responsable d'un dommage qu'il a causé. Ok. En matière pénale, c'est pas pareil. En matière pénale, tu risques ta liberté, parce que tu risques d'aller en cabane. Ok. Et donc, en droit français, parce que dans les pays étrangers, ça peut être différent, en droit français, la responsabilité pénale commence à 13 ans. À partir de 13 ans, si tu fais une infraction pénale, si tu voles, si tu fais n'importe quoi, tu peux être puni par la loi, par le tribunal. En dessous de 13 ans, tu risques rien. Un gamin de 12 ans qui prend le fusil à pompe de son père, qui va buter 3 petits camarades, un gamin de 12 ans, hein, il bute 3 copains, à 14 heures, il est devant le juge des enfants, à 16 heures, il est chez lui pour aller goûter. Hein. Parce que il est trop jeune pour être sanctionné. Il est trop jeune pour être sanctionné. Donc vous voyez, l'âge de la responsabilité pénale n'est pas le même que l'âge de la responsabilité civile. Ça va? Ok. Alors, on va voir maintenant ensemble ce que ça donne. Mais c'est des choses importantes à comprendre dès le départ. Ok, bon ça, casse-toi, toi. Va-t'en, va-t'en. Voilà. Alors, non, ça, c'est pour les grands. Alors, allons-y gaiement. Alors, première chose. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action en responsabilité civile. Alors, une chose, quelle est la différence entre responsabilité civile délictuelle et responsabilité civile contractuelle? Ok. Dans les deux cas, c'est un cas de responsabilité civile, ce qui signifie que une victime a subi un préjudice, un dommage, et elle en demande réparation à la personne qu'elle estime être le responsable. Ok. Et si le tribunal
reconnaît un tel responsable d'avoir causé tel dommage, le juge dit au responsable, sortez votre carnet de chèques et réparez les dégâts que vous avez causés. Ok. Alors, le cours n'en parle pas encore dans le détail, mais il existe différents types de dommages, de préjudices. Ça peut être un préjudice corporel, vous avez été blessé, un préjudice moral, vous avez du chagrin, on vous a insulté, votre réputation est entachée, vous avez eu peur. La peur, c'est un dommage hein, moral. Ok. Ça peut être une atteinte à votre vie privée. On a révélé l'identité de votre petit copain ou petite copine. Ça peut être un dommage moral. Ça peut être un dommage, comment dire, matériel. Quelqu'un a pété ma voiture, a pété ma maison. Donc, un dommage matériel. Ça peut être un dommage, un préjudice sexuel aussi. Sexuel. Euh, Ça peut être une atteinte à l'environnement. La victime, c'est l'environnement qui a été atteint par une marée noire, par une pollution. Ça peut être un préjudice commercial. Vous avez perdu des clients, vous avez perdu du chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, il existe toute une liste de différents préjudices, dommages, qui tous sont indemnisables. Tous indemnisables. En droit français, on n'a pas trouvé un autre moyen pour vous consoler de votre malheur que de vous filer de la thune. Voilà. Donc, tous les dommages en droit français se réparent en versant des dommages-intérêts à la victime. OK? Voilà, il n'y a pas d'autre truc. On n'a pas trouvé de meilleur moyen que ça. OK? Alors, premier truc. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître une action en responsabilité civile délictuelle. Alors c'est ça que je voulais venir. Il y a deux types de responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle. OK. La délictuelle, on l'appelle aussi extra-contractuelle. Ça veut dire non contractuelle. Donc en fait, la responsabilité civile, elle est contractuelle ou pas contractuelle. Et quand c'est pas contractuel, on dit délictuel. Hein, délictuel, ça veut dire non contractuel. Ok. Alors c'est simple. La responsabilité civile contractuelle suppose qu'il y a eu un contrat de passer entre deux personnes. Contrat de vente, contrat de mariage, contrat de transport, contrat de travail. Ok. Au terme de ce contrat, chacun s'est engagé à faire des choses, qu'on appelle les obligations du contrat. Ok. Avait promis de faire des choses. Si jamais vous faites mal ce que vous avez promis, vous faites mal le travail, vous livrez en retard, etc., on va considérer qu'il y a une faute contractuelle qui a été faite. Et si cette mauvaise exécution du contrat par vous cause un dommage à l'autre, eh bien, vous êtes contractuellement responsable du dommage que vous avez causé à votre partenaire. Et donc, vous allez verser des dommages-intérêts. Ok. Ça, c'est quand il y a un contrat. Hein, les choses transportées sont arrivant à destination en retard, le travail exécuté par le salarié a été mal exécuté, vous avez vendu à quelqu'un une chose avec un défaut dedans. Ok, voilà, ça c'est des contrats mal exécutés, responsabilité civile contractuelle. Quand il n'y a pas de contrat, on parle de responsabilité civile délictuelle. Et la responsabilité civile délictuelle correspond en gros aux accidents qui peuvent arriver. Je vous ai coincé les doigts dans une porte, vous avez écrasé un chat, mon antenne de télé vous est tombée sur la gueule. Euh, voilà, tous ces accidents où il y a des victimes, en l'absence de contrat, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile dite délictuelle, c'est-à-dire non contractuelle. Un dommage a été subi en l'absence d'un quelconque contrat. Ça va? Voilà. Ok. Alors, j'y viens donc. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître une action en responsabilité civile délictuelle, donc non contractuelle, intentée par un commerçant contre un autre commerçant. Alors, est-il vrai que le tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants? Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hein, la définition, quand on regarde la compétence d'attribution du tribunal de commerce, on vous dit les tribunaux de commerce sont compétents pour les litiges entre commerçants à propos de commerce. Donc il faut que c'est un lien avec le business. Hein. OK. Donc c'est vrai, exact. Deuxième question. En supposant qu'effectivement le tribunal de commerce soit compétent, quels seraient alors le ou les tribunaux géographiquement compétents pour juger notre histoire? Donc alors, on peut imaginer ça, ce serait par exemple une histoire de concurrence déloyale. Il y a un commerçant qui a copié les produits d'un concurrent. Donc le concurrent victime saisit le tribunal de commerce en disant mon concurrent a utilisé un moyen foireux pour me piquer mes clients, il m'a piqué des clients, j'ai perdu le chiffre d'affaires, condamnez-le à m'indemniser du tort qu'il m'a causé. Exemple typique. Ok. Alors maintenant, ça c'est la compétence d'attribution. On sait que c'est à un tribunal de commerce qu'il convient d'attribuer ce litige, parce que c'est un litige entre commerçants. Ok. Maintenant,
sur les 200 tribunaux de commerce ou plus qu'il y a en France. Lesquels géographiquement sont compétents? De quelle ville? De quelle ville? Ça, c'est ce qu'on appelle la compétence territoriale du tribunal. Territoriale, géographique, c'est la même chose. OK. Alors, si un commerçant basé à Paris attaque un commerçant basé à Nice, donc le demandeur est de Paris, le défendeur, pardon, le demandeur est de Paris, le défendeur est de Nice, question, en matière de responsabilité civile délictuelle, quels sont géographiquement les tribunaux compétents? Ceux de quelle ville? Et pourquoi? C'est le lieu du défendeur. Exactement. Le principe, c'est tribunal du domicile ou du siège social du défendeur. Qui est défendeur ici? Qui est attaqué? Le commerçant de Nice, donc en théorie, le commerçant de Paris qui attaque le commerçant de Nice, devra saisir le tribunal de commerce de Nice. Hein, principe de base. Ça, c'est le principe de base. OK. Or, si vous rappelez les règles de compétence territoriale des tribunaux, ça, c'est la base, la règle de base. Mais à cette règle de base peuvent s'ajouter des choix supplémentaires donnés aux demandeurs. Et par exemple, en matière de responsabilité civile délictuelle, est-ce que vous vous rappelez quels sont les tribunaux qui peuvent être aussi compétents sur le plan géographique en matière de responsabilité civile délictuelle? C'est pas en fonction du lieu où le préjudice a été causé. Très bien. Alors, préjudice, ça peut être le tribunal du lieu où le préjudice a été Subi, oui, pardon. subi, ou bien du lieu où le dommage, où la faute a été commise, où le dommage a été causé. Soit l'endroit d'où est partie la faute, soit l'endroit d'arrivée où est subi le dommage. Alors, dans la vraie vie en général, ces deux endroits, alors, celui où a été causé le dommage, on parle du lieu du fait générateur du dommage. Qu'est-ce qui a causé le dommage? Tu vois, en général, ce fait générateur du dommage, souvent, c'est une faute, mais pas toujours, on le verra. C'est souvent une faute. En général, l'endroit où la faute était commise et l'endroit où le dommage a été subi sont souvent les mêmes. Je m'explique. Si sans faire gaffe, sans faire attention, je coince les doigts dans une porte, ma faute d'inattention a été commise ici, et l'endroit où vous subissez le dommage ou la douleur, c'est le même endroit. Donc très souvent, le lieu le lieu du fait générateur et le lieu où le dommage est subi sont souvent les mêmes. Mais parfois, ça peut être deux endroits différents. OK? Voilà. Donc, dans cette idée, quand on a un cas, un procès en responsabilité civile délictuelle, outre le tribunal du domicile du défendeur, peuvent aussi être compétents soit le tribunal du lieu où a été commis le fait générateur, la faute, ou bien, si c'est différent, le lieu où a été subi le dommage par la victime. Tu vois? Ça va, ça? Ça va? Voilà. Alors, ok, alors attends, je réponds à ça. Vrai ou faux? Attends, je réponds maintenant. Vrai, vrai, car il est compétent, compétent, compétent pour les litiges, tac, tac, litiges entre commerçants. On dit, alors à propos du commerce, on dit pour raison de commerce. C'est comme ça qu'on dit pour raison de commerce. C'est-à-dire à propos du business. Hein. C'est comme ça que s'exprime le code. Le code dit ça comme ça. OK? Voilà. Quels seraient les tribunaux territorialement compétents? Alors, ça pourrait être, donc, celui du lieu du siège social du défendeur, donc celui qui est attaqué, ou bien ici, parce qu'en la matière délictuelle, hein, celui du lieu du fait générateur du dommage, là en gros où était la cause du dommage, hein, ou celui du lieu où est subi, ressenti, alors subi I, hein, santé, hein, subi le dommage. Ok, il y a plusieurs trucs. Ça va? Alors, euh, vous m'arrêtez si c'est pas clair, hein. S'il y a un truc, vous me demandez, hein. Ok. Alors, ensuite, sans dommage subi, pas de responsabilité civile.
Est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Regarde, raisonne. Quel est le but, hein, visé quand tu as un procès en responsabilité civile? Quel est le but visé? C'est de réparer, en Réparer fait, réparer le dommage le causé. dommage. Ah Donc, oui. il faut qu'il y ait un dommage pour qu'il y ait une responsabilité civile. Il faut qu'il y ait des dégâts pour qu'il y ait une responsabilité civile. S'il Oui, n'y a pas de donc c'est dégâts, vrai, pardon, oui. tu vois, parce que tu Mhm. peux très bien faire, regarde bien. En général, en matière de responsabilité civile, c'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Il faut une faute commise qui cause un dommage. Une faute cause un dommage. Ok, bon. Mais si moi je fais une faute, un truc con, mais qu'il n'y a pas de dégâts, je suis pas responsable parce qu'il n'y a pas de dégâts. On peut être responsable que d'un dégât. Je prends un exemple. Imagine, je prends un fusil à pompe, je vais en pleine ville et je tire au fusil à pompe en l'air. Bon, tu es d'accord, c'est une faute. On tire pas au fusil dans une ville où il y a des gens. Mais tant que je touche personne et je blesse rien, il y a pas de dommage, il n'y a pas de dégâts. Est-ce que je suis responsable? Non. Certes, j'ai fait une faute, mais j'ai causé de tort à personne. Tu vois? Si je blesse quelqu'un, oui. Mais tant que je fais pas de dégâts, s'il n'y a pas de dommages, s'il n'y a pas de préjudice, ben, je suis pas responsable puisque j'ai rien fait, j'ai rien cassé. Tu vois? Tu vois? Donc, en matière de responsabilité civile, pour qu'on puisse dire qu'il y a un responsable, un cas de responsabilité, il faut qu'il y ait eu des dégâts. S'il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de responsabilité civile. C'est très simple. Tu vois? Ça va? Donc ça, c'est vrai, fondamentalement. Ok. Alors, à la suite d'une forte rafale de vent, l'antenne de télévision d'un paisible retraité est arrachée du toit et vient se planter dans le dos d'un cycliste qui passait par là. Donc le cycliste, il se prend l'antenne dans le dos. Ok. Le retraité, donc le propriétaire de l'antenne, dit, j'ai rien fait, je suis pas responsable. J'ai pas. Alors, quels sont les préjudices subis par le cycliste? Alors, un, la douleur, préjudice moral, un mec il a jonglé, il s'est fait empaler par un truc. Deux, il a dû faire des dépenses de frais médicaux, donc dommages corporels, dommages financiers, matériels. Donc, la victime a subi un dommage, hein. Ok. Est-ce que le propriétaire de l'antenne, le retraité, est-ce qu'il doit indemniser le cycliste? Est-ce qu'il est responsable? Alors, lui, le retraité, il dit, ah, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait. J'y suis pour rien. Oh. Et oui, mais c'était son bien, c'est sa Exact. propriété qui a... Alors, justement, à quel titre, pour quelle raison, on peut estimer ici qu'il est en fait responsable du dommage? En quelle qualité? Parce que lui-même n'a rien fait. Mais quoi? Mais quoi? Quel serait le cas de responsabilité civile qui s'appliquerait ici? La responsabilité du fait. Alors, je reviens sur un truc. En responsabilité civile, délictuelle, vous avez en gros trois grands cas de responsabilité. Ce qu'on appelle la responsabilité du fait personnel, lorsque personnellement, vous avez causé un dégât, soit volontairement, soit involontairement. Ok. Par exemple, si je prends un caillou, je pète une vitre, j'ai fait exprès de péter la vitre. Je dois l'indemniser. Ok. Maintenant, si sans faire exprès, par imprudence, je me retourne et je fous un coup de coude, je pète la vitre, je dois aussi la réparer. C'est pas parce que j'ai pas fait exprès, je suis pas responsable. Ici, j'ai fait une faute d'imprudence. J'aurais dû faire gaffe. Et c'est à cause de mon imprudence que la vitre est pétée. Donc je dois la payer. Ok. Alors, dans ce cas-là, ici, responsabilité du fait personnel, c'est parce que tu as personnellement causé un dégât que tu dois payer. Classique. Faute, dommage, de causalité. Ok. Maintenant, deuxième cas de responsabilité, c'est la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors déjà, c'est quoi, c'est qui le gardien d'une chose? Quand peut-on dire de quelqu'un qu'il est gardien d'une chose? En fait, lorsqu'il en est tout simplement l'utilisateur. Alors, les tribunaux disent que le gardien est celui qui exerce sur la chose, au moment de l'accident, je cite, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction. Usage, contrôle et de direction. Pour faire très simple, c'est celui qui, au moment d'accident, utilise la chose, même s'il n'en est pas propriétaire. En tant qu'utilisateur, tu es le gardien de la chose. Ok. Et si cette chose a un état, une position anormale, on dit qu'elle a joué un rôle actif dans le dommage, eh bien, tu devras réparer. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien
quelqu'un qui est propriétaire de l'antenne. Ok, il est gardien de l'antenne, c'est son antenne, il l'utilise, c'est son antenne télé. Ok. Lorsqu'elle se casse la gueule et qu'elle tombe sur le cycliste, on peut considérer qu'elle a un rôle actif, c'est-à-dire qu'elle a une position anormale. L'antenne n'a rien à foutre dans le dos du passant, elle est censée être sur le toit. Et du simple fait qu'elle a ce rôle actif, c'est elle qui a causé le dommage, ça rend automatiquement responsable le gardien. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans les cas de responsabilité de la garde de la chose, le gardien est responsable sans avoir commis aucune faute. Du simple fait que c'est sa chose, la chose qu'il utilise, qui cause le dommage, tu es automatiquement responsable. Je prends un exemple simple. Imagine, je suis prof, je suis en cours avec vous, ok. J'utilise des feutres pour écrire au tableau, ok. Je pose mon feutre sur mon tableau. Tout d'un coup, pour raison X ou Y, mon feutre roule et tombe par terre. Je ne l'ai pas vu, ok. C'est la pause. Tout le monde se lève, vous vous levez pour aller fumer une clope dehors à la pause. L'un d'entre vous marche sur mon feutre qui est par terre, tombe et se blesse. Qui est responsable du dommage? Qui devra payer les dommages d'intérêt, les soins, etc. Moi? Pourquoi? C'est mon putain de feutre qui a causé le dommage. C'est mon feutre. C'est moi qui étais utilisateur du feutre. J'étais gardien. Mon feutre a eu un rôle actif dans votre accident, puisque c'est à cause de la position anormale de mon feutre par terre. Vous êtes d'accord qu'il y a un feutre, t'as rien à foutre par terre. C'est mon feutre qui vous a fait tomber. Il a un rôle actif. Eh bien, sans avoir fait de faute, je suis responsable de vos dommages et c'est moi qui dois vous indemniser. Tu vois? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas toujours de. Le responsable n'a pas toujours commis une faute qui justifie qu'il doive indemniser la victime. Tu vois? Quand c'est son fait personnel, oui, ok, mais simplement, et même chose, la, la- la responsabilité du gardien de la chose, ça marche aussi pareillement avec la responsabilité de la garde des animaux. Ok, alors, regardez, je vais vous montrer un animal farouche et féroce, le kiki sauvage. Viens, petit kiki. Viens, petit kiki. Viens, mon petit kiki. Voici Kiki. Kiki, le chien mortel. Kiki, le chien qui tue. Regardez ses dents farouches. Bon, vas-y, dodo, mon kiki. Kiki, c'est le clébard de ma fille. Ok. Imaginez que me l'a confié, je m'occupe du clébard, de la garde. C'est d'un coup, Kiki s'échappe dans la rue et cause un accident de bagnole. Il cause un accident de bagnole, il fait tomber un cycliste. Du simple fait que c'est mon club qui cause le cycliste, je suis gardien de l'animal, je suis responsable de tous les dégâts. Les frais médicaux, la casse, c'est moi qui devrais indemniser, moi ou mon assureur. Vous comprenez? Alors que j'ai pas fait de faute. Ce putain de Kiki s'est enfui. J'ai pas fait de faute. Vous comprenez? Donc la morale est très simple. On peut être responsable d'un dommage sans avoir commis de faute. Ok. Et dans mon exemple ici, avec l'antenne de télé, c'est simple. C'est simplement parce que c'est son antenne qui est pas à l'endroit normal, qui est dans le dos du passant, qu'automatiquement le retraité est responsable du dommage. C'est vrai, il n'a pas fait de faute, mais c'est sa putain d'antenne dont il est gardien qui a causé le dommage, il devra indemniser. Ça va? Ça va? Alors, euh, c'est bon. Pas de questions? C'est clair mon histoire? Ça va? Oui, Alors, 5. Le téléviseur récemment acheté auprès d'une grande surface. Donc là, on a un contrat de vente. Donc c'est une relation contractuelle. OK. Ne fonctionne déjà plus 2 mois plus tard. L'acheteur envisage d'attaquer le vendeur qu'il estime responsable du produit défectueux. Quelles sont les probabilités qu'il ait gain de cause? En gros, qu'il se fasse rembourser la télé. Alors faites bien gaffe. Lisez bien l'énoncé. L'énoncé. Euh, est-ce que le vendeur, ici, est responsable en tant que producteur d'un produit défectueux? Qu'est-ce qu'on appelle, regardez dans le cours, qu'est-ce qu'on appelle un produit défectueux? Un produit défectueux au sens, je dis bien défectueux, hein, qui a un défaut. C'est un produit, je cite, hein, qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre. Un produit est défectueux, un meuble en particulier, un bien meuble, est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Ça veut donc dire que le produit est dangereux. Il te pète à la gueule, il t'électrocute, etc. Ok, dangereux. Ok. Lorsque le téléviseur que tu as acheté ne fonctionne plus, est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il est défectueux au sens de la loi? Non. S'il implose et il défigure, ok, c'est un produit défectueux. S'il se contente de ne pas marcher, il n'est pas défectueux. Qu'est-ce qu'on dira? On dira simplement qu'il y a un vice caché dans la télévision. Et un vice caché, c'est de la responsabilité contractuelle. Parce que le vendeur doit vendre des produits, c'est mon cœur, doit vendre des produits
non vicié, sain. Ok. Donc, moi, je vous fais ce cas-là pour que vous dissociez dans votre esprit la différence entre un produit défectueux et un produit dans lequel il y a un vice caché. Le vice caché empêche le fonctionnement de la chose. Ne le rend pas nécessairement dangereux, empêche le fonctionnement de la chose. Ma voiture ne démarre pas, mon stylo plume ne marche pas, la cafetière électrique ne s'allume pas. Ok. Donc ça, c'est un problème contractuel et je demanderai au vendeur de me rembourser le prix du bordel, du produit vicié. Ok. Un produit défectueux, c'est un produit qui est dangereux. Dangereux. Et ça, c'est la responsabilité non plus contractuelle, mais délictuelle. Tu vois? Par exemple, regarde, là en ce moment, je suis dans une maison de location, ok, à la montagne. Euh, Il y a un four micro-ondes. Imagine, j'utilise le four micro-ondes. D'un coup, pour je sais pas quelle raison, cette connerie explose et me blesse au visage. Le produit, le problème, c'est pas qu'il fonctionne mal, c'est qu'il est dangereux, qu'il est défectueux. Ok. Eh bien, même moi qui n'ai pas acheté, j'ai pas acheté ce micro-ondes. Je suis juste dans la maison, une maison de location. Eh bien, je pourrais attaquer le producteur, le fabricant, parce que son produit est dangereux. Ce sera une action à responsabilité civile délictuelle, pas vice caché contractuel. Vous voyez? Hein, parce qu'on a vu ensemble les contrats, on a vu le contrat de vente, on voit ici la responsabilité civile délictuelle, c'est-à-dire non contractuelle. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Ok. Alors, ici, si l'acheteur veut attaquer le vendeur en disant, vous m'avez vendu le vendeur en tant que producteur d'un produit défectueux, ça va foirer, parce que ce n'est pas le bon argument juridique qu'il faut faire. Le téléviseur qui ne fonctionne pas n'est pas défectueux au sens où il présente un danger. Non, il ne marche pas parce qu'il y a un vice caché. Donc c'est une action contractuelle contre le vendeur, et non pas une action délictuelle contre le producteur. Ok, ça va? Alors, euh, Lucie vient de se porter acquéreur d'une maison avec vue mer pour la collecte de ça de 2,5 millions. Hélas, pas plus tard que le lendemain de son achat, un pétrolier fait naufrage et tout le pétrole se fout sur la plage, partout. Donc tout est dégueulasse, ça ressemble plus à rien. Ok. Donc rendant désormais impossible les bains de mer, les promenades sur la plage. Elle confie à son mari sa ferme intention de faire payer ses pollueurs, faisant allusion à l'entreprise de pétrole qui est propriétaire du pétrole. Donc, tu as une entreprise pétrolière qui doit faire transporter son pétrole et qui demande à un transporteur, un bateau transporteur, de transporter le pétrole. Ok. Et normalement, si le bateau fait naufrage, le responsable, c'est pas tellement le propriétaire du bateau, c'est le propriétaire a priori, du pétrole. Ok. Hein, parce que c'est son pétrole qui fout la merde partout. Ok. Alors, ici, elle va attaquer Talto Énergie, c'est l'entreprise pétrolière. Un fretteur, c'est le mec qui dit transportez mon pétrole dans votre bateau, je vous paye, vous, propriétaire du bateau, pour transporter mon pétrole. C'est ça la fretteur. Ok. T'as le transporteur et la fretteur. Ok. Euh, Ici, quelles sont les chances pour la dame qui vient d'acheter sa baraque? Alors, elle a acheté une maison avec vue mer et maintenant sa vue elle est complètement salopée. Hein. Ok. Elle dit à cause de lui, je peux plus me balader, je peux plus me baigner, la vue est dégueulasse. Je suis bien donc un préjudice. Hein. Je vais l'attaquer pour qu'il m'indemnise du tort que ça me cause. Ok. Question. Quelles sont ses chances? Donc ça, c'est un fait de pollution, c'est comment dire, un cas de responsabilité environnementale. Le pollueur est responsable de la pollution qu'il a causée. Ok. Le pollueur ici, ce serait Talto, énergie. Ok. Euh, Quelles sont les chances de la dame d'avoir gain de cause si elle attaque en justice le pétrolier? Le pétrolier, c'est l'entreprise de pétrole, pour être indemnisé. Qu'est-ce que dit votre cour à ce propos? En matière de dommage environnemental, donc un dommage causé à l'environnement, à la nature, qui peut se prétendre victime et demander réparation au pollueur? Qui peut aller en justice? Est-ce que tout le monde peut aller en justice pour un fait d'atteinte à l'environnement? Non, je crois que c'est le public. Enfin, ça reste l'administration publique. Ou presque, presque, ouais. Ouais, en fait, cette action enfin, les possibles victimes d'un fait d'atteinte à l'environnement, ça peut être que l'État, bien sûr, les collectivités locales, la mairie, la ville du coin, les associations de protection de l'environnement, les associations de protection de l'environnement, mais pas les particuliers. Mais pas les particuliers. Tu vois, en temps normal, tout le monde peut demander de réparation de son dommage. Mais en matière d'atteinte à l'environnement, seul, parce que là,
Lucie, là, elle est bien victime, elle subit un préjudice. Elle achète sa baraque super cher pour avoir vu mère se balader à la mer. Tout est salopé, donc elle a un vrai dommage, elle a un vrai préjudice environnemental, etc., de jouissance et tout. Mais est-ce qu'elle peut attaquer le pollueur? Non. Parce que pour ce type de pollution, pour l'effet de responsabilité pour atteinte à l'environnement, seuls l'État, les communes, les pêcheurs professionnels ou les associations de défense de l'environnement peuvent demander réparation, pas les particuliers, pas les individus. Or, ici, elle n'est qu'une simple particulier, donc non, elle ne pourra rien faire. Elle est victime, mais n'a pas le droit de demander réparation pour ce type de dommage-là. Ça va? Par contre, la Ligue de protection des oiseaux qui défend les oiseaux, elle peut attaquer le pétrolier parce qu'elle va voir tous les oiseaux de mer qui sont englués dans le pétrole. Elle peut agir. La LPO, Ligue de protection des oiseaux, elle peut agir, tu vois? Ou le maire de la commune, la ville qui est sur le bord, ça va nuire au tourisme. Le maire, au nom de sa commune, peut attaquer, mais pas elle, parce qu'elle a une salle particulière. Ça va? Donc ça veut dire que dans certains cas de responsabilité, toutes les victimes ne peuvent pas, même si elles sont victimes, demander réparation. En matière d'environnement, c'est comme ça. Alors, 7. Luigi a eu la malheureuse idée de falsifier une note de frais, donc faire une fausse note de frais, afin d'obtenir de son employeur un remboursement indu. Donc en gros, tu fais une fausse note de transport et tu demandes à l'employeur de te rembourser cette fausse note de frais. Ok. Alors, sachant, ça c'est du pénal. Sachant, alors, ça s'appelle ça, faire un faux, ça s'appelle ça un faux en écriture. Le fait de fabriquer un faux document, on appelle ça un faux en écriture. Si ensuite tu utilises le faux, c'est usage de faux. Donc le faux, c'est différent, le délit de faux est différent du délit d'usage. Maintenant, si je fabrique moi un faux et que je l'utilise, là, je suis coupable de faux et d'usage de faux. Ok, bon. Là, lui, il a fait un faux. Ok. Et usage d'ailleurs aussi, tu me diras, puisque il utilise le faux qu'il a fait pour obtenir de l'argent à l'employeur. Donc là, il y a bien faux usage de faux. Ok. Sachant que cette infraction est punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Question. Quel est le tribunal compétent? Alors, non, attention, c'est plus subtil. Quel est ou quels sont le ou les tribunaux que l'employeur pourrait saisir? Ici, dans cette affaire. Réfléchissez. Quels sont les recours à disposition de l'employeur? Qu'est-ce qu'il pourrait lancer comme type d'action en justice et contre qui ici? Il peut L'employeur. lancer et une action civile et une action pénale. Très bien, très Une bien. action civile, voilà, il a le choix un peu, j'ai envie de dire. Ouais. Il peut Qu'est-ce que tu aller ferais a priori? au prud'homme. Moi, Bien j'irai au sûr, prud'homme. prud'homme parce que, Voilà. Mauvaise exécution de contrat de travail, etc., licenciement pour faute grave, etc. Au prud'homme, tout à fait. Civil contre le salarié, absolument. Ou bien, et après au pénal, voilà. tribunal judiciaire. Voilà. Alors, quel tribunal pénal tu dirais? Fais gaffe. C'est pas le judiciaire, c'est ça. Pas le judiciaire. Judiciaire, c'est purement civil. Pénal, pénal, c'est simple. T'en as, pour vous, il y en a trois. Tribunal de police pour les infractions qualifiées de contravention. Non, c'est pas ça. Tribunal correctionnel pour les infractions qualifiées de délit. Et Ouais. cour d'assises, enfin, il y en a deux, mais cour d'assises pour les infractions qualifiées de crime. De crime. Alors, ça serait le tribunal correctionnel. Exact. Pourquoi tribunal correctionnel? Parce qu'on est sur usage de faux, on est sur un délit. Exact. Comment tu sais que c'est un délit? Exact, hein? Comment tu sais que c'est un délit? Euh, alors, je sais comment dans ma tête je le fais, mais je ne sais pas quels sont les termes. En gros, C'est pas C'est en simple. fonction c'est des grave, mais sanctions. c'est pas grave. C'est en fonction de... Des sanctions. Exactement. En fonction de Voilà. de la sanction que tu encours. Alors, regarde, je vous le fais. C'est très important et c'est très simple. Vous avez donc trois familles d'infractions par gravité. Trois groupes d'infractions. Les pas trop graves, enfin, c'est ce qu'on appelle les contraventions. C'est toutes les conneries pour lesquelles tu risques jusqu'à 1500 euros d'amende au maximum. Donc la pire sanction d'une contravention, c'est 1500 euros d'amende. T'as pas de prison. Ok. Par exemple, griller un feu rouge. À mon avis, je pense que c'est une contravention de, je dirais de quoi, de troisième classe. Tu dois risquer à vue de nez entre 450 balles d'amende ou 750. Ok. Soit entre 0 et 1500. Donc, griller un feu qui est passible de pas plus de 1500 euros d'amende est donc une contravention. Griller un feu, c'est une contravention. La faute s'appelle contravention. Ok.
La sanction s'appelle l'amende, le paiement de l'amende. Ok. Quel est le tribunal qui juge les contraventions? C'est le tribunal de police. Pouf. Deux. C'est quoi un délit? Un délit, c'est toute infraction pour laquelle son auteur risque jusqu'à 10 ans de prison, entre 0 et 10 ans de prison, et ou risque au moins 3 750 € d'amende. C'est le premier prix pour un délit. Au moins 3 750 € d'amende. Ok. Ici, on te dit, le faux est puni de 3 ans de cabane, 45 000 € d'amende. Ben, comment je sais que c'est un délit? C'est simple. Tu risques 3 ans de cabane. 3 ans de cabane, c'est bien entre 0 et 10 ans. Donc entre 0 et 10 ans, 3 ans, c'est un délit. Ok. Confirmation. Un délit, c'est aussi quand tu risques au moins 3 750 € d'amende. Là, tu risques 45 000 € d'amende. 45 000 € d'amende, c'est au moins égal à 3 750. Donc, confirmation, le faux est bien un délit. Qui juge les délits? Tribunal correctionnel. Ça va? Donc, tu vois, c'est à partir de la peine encourue que tu connais le type d'infraction et que tu en déduis le tribunal compétent. OK? Tarif, type d'infraction, tribunal compétent. Ça va? Voilà. Et le crime, on qualifie de crime toutes les infractions pour lesquelles tu risques plus de 10 ans de prison. Alors, plus de 10 ans, c'est 15, 20, 30 ou perpétuité. OK. Donc, dès que tu risques plus de 10 ans de cabane, tu sais que c'est un crime. OK. Bah, c'est simple. Si tu prends par exemple, séquestration. Séquestration d'une personne de plus de 15 jours, je crois. Donc, si j'enferme quelqu'un dans ma cave pendant plus de 15 jours, je risque plus de 10 ans de prison. C'est donc un crime. Alors, tu notes, je ne l'ai pas tué, hein. À la limite, je n'ai presque rien fait. Enfin, presque rien fait. Je l'ai pas me séquestré, mais je ne l'ai pas tué. Mais c'est un crime. OK? Voilà. Ça va? Donc, le crime, il ne faut pas une mort d'homme pour un crime. Un crime, c'est juste un truc très grave pour lequel tu risques plus de 10 ans de cabane. C'est tout. OK? Et qui juge les crimes? La cour d'assises. Enfin, il y a deux tribunaux. Tu as cour d'assises, cour criminelle, mais faisons simple, c'est la cour d'assises. OK? C'est là que tu as les jurés populaires. Ça va? Donc, tribunal compétent, on est d'accord, c'est le tribunal correctionnel, parce que, vu la peine encourue, le faux en écriture est un délit. Or, les délits relèvent de la compétence du tribunal correctionnel. OK. Euh, alors, dans quel but? Bien sûr, le punir. Punir l'auteur du truc. Il a fait un truc interdit, il va être puni. OK. Alors, question. Si Luigi est condamné au paiement d'une amende, par exemple, où va le pognon? Quand quelqu'un est condamné au paiement d'une amende, c'est sur une condamnation pénale, l'amende. L'amende, c'est sur une condamnation pénale, hein. Ah oui, ça. Dommage-intérêt, c'est du civil, ça répare un dommage. L'amende, c'est du pénal, ça sanctionne un comportement. Ok. Où va la thune? À l'État. À l'État. À l'État. Pourquoi? Parce que quand tu commets une infraction pénale, donc quand tu te comportes mal en société, on ne considère pas vraiment que tu as fait ça au préjudice de la victime. La victime, c'est triste, mais la victime, on s'en fout en droit pénal. La victime, on n'a rien à branler. En fait, simplement, si moi je tue quelqu'un, je vais être poursuivi et jugé, non pas parce que j'ai tué cette personne, on s'en fout, mais parce que je me comporte mal. Je tue les gens. Je tue les gens. Et donc, en me comportant mal, je porte atteinte en estime à toute la société. Tu vois, quand je roule trop vite à la bagnole, en voiture, je me comporte mal par rapport à toute la société. Et c'est au nom de la société qu'on va me punir. Pas au nom de la victime. La victime, c'est con, mais on s'en fout au droit pénal. Le tribunal correctionnel, en fait, il n'en a rien à branler des victimes. Il va poursuivre, éventuellement condamner le gars parce que tu te comportes mal de façon abstraite, tu te comportes mal en société. Tu fais des faux, tu tires sur des gens, on s'en fout des gens sur lesquels tu as tiré. Mais le fait de tirer sur des gens, c'est un mauvais comportement social, tu es un asocial en fait. Et parce que tu es asocial, on va te punir. C'est ça l'idée, tu vois? Parce que fondamentalement, en droit pénal, ce qu'on défend, c'est jamais la victime, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est quoi? C'est la société française. Tous les gens. 70 millions de personnes. Ok. C'est ça, c'est là la logique qu'il faut comprendre, tu vois? Alors qu'en matière de responsabilité civile, à qui on s'intéresse? À la victime. Le focus est mis sur la victime, tu vois, en civil. Au pénal, la victime, c'est la société. Tu te comportes mal, tu vois? Alors, euh, alors, où va l'argent, donc? Dans les caisses du Trésor public. Parce que le Trésor public, ministère des Finances, ça représente l'aspect financier de la société, tu vois? Pas du gouvernement, hein, de la société française. Ok. Alors, si dans le cas ci-dessus, dans notre histoire de Luigi, un procès a lieu au civil, qui est demandeur au procès civil? D'ailleurs, qui est toujours demandeur au procès civil?
Dans un procès en responsabilité civile, qui est toujours le demandeur? Celui qui a été victime. Bien sûr, la victime. Qui demande réparation? Bien sûr, qui demande réparation de son dommage. Ok, toujours la victime. Ok. Au pénal, qui est demandeur dans un procès pénal? Toutes les parties peuvent être demandeurs. Attention, hein, faites bien gaffe. Ah non, c'est toutes les parties peuvent demander de réviser, enfin, la cour d'appel, de faire un appel. Attention, attention, fais gaffe, c'est plus subtil. Euh, Quand tu as un procès pénal, une cour d'assises, un tribunal correctionnel, etc. Donc le tribunal, c'est des juges qui vont juger si ou non tu es coupable de ce dont on t'accuse. Ok. C'est le Qui est procureur exact. Voilà. Le demandeur, et le c'est procureur. l'accusation. C'est qui? C'est toujours le procureur. Et le procureur, c'est qui? C'est un magistrat, pas un juge à gaffe, hein, un magistrat dont le rôle unique et fondamental est de défendre l'intérêt général. La défense de l'intérêt général. Et chaque fois, quand le parquet, alors le procureur, c'est le chef du parquet. Ok. Son institution, elle s'appelle parquet ou ministère public. Bon, c'est pas un groupe d'Europe, hein, de rap. Hein. Ministère public et parquet, c'est synonyme. Le boss de ce service, c'est le procureur de la République. Il a toute une bande avec lui, hein. Mais le boss, c'est le procureur de la République. Et son boulot, c'est de défendre l'intérêt général. Et au nom de la société tout entière, de poursuivre, c'est-à-dire de demander des punitions contre les personnes qu'il estime avoir commis une contravention, un délit, un crime. Lui, il l'accuse. Alors, c'est les juges qui décideront. Lui, les juges, c'est ceux qui arbitrent. Lui, il est attaquant, il est demandeur. Ok. Et donc, en matière pénale, tout le temps quasiment, celui qui est demandeur au procès pénal, celui qui demande une sanction contre l'auteur de la contravention, du délit ou du crime, c'est le parquet, le ministère public. Pas les victimes. Les victimes, à la limite, c'est peut-être elles qui ont porté plainte. Alors, c'est quoi une plainte pénale? Une plainte pénale, c'est la lettre, le courrier que la victime d'une infraction pénale ou le témoin d'une infraction pénale adresse au procureur en lui disant, Monsieur le procureur, j'ai été victime ou j'étais témoin de ça, ça ressemble à une infraction pénale, je vous laisse le soin de choisir ou non de poursuivre et d'enquêter et de poursuivre le truc. Ok. Voilà. Mais les parties civiles, les victimes, on les appelle les parties civiles. Dans un procès pénal, les victimes, on les appelle les parties civiles. Ok. Elles ne sont pas demandeurs au procès. C'est elles qui vont lancer la procédure en informant le parquet, le procureur, que quelque chose de foireux s'est passé. Mais au procès pénal, ou un tribunal correctionnel, le demandeur, c'est toujours le parquet. En cour d'assises, le demandeur, c'est toujours le parquet. Dans le tribunal de police, le demandeur, c'est toujours le parquet. Pas les victimes. Pas les victimes. Les victimes, elles sont spectateurs du procès pénal. Tu vois? Ça va? C'est très important, ça. Hein, les acteurs. En matière de responsabilité civile, demandeur, toujours la victime. Défendeur, celui qui est supposé être responsable du dommage. Au pénal, demandeur, toujours le parquet. Défendeur, l'accusé ou le prévenu, celui qui est le suspect. Voilà. Ça va? C'est important, ça. Ok. Alors, donc, au pénal, le demandeur, c'est qui? Toujours le procureur de la République, qui représente le ministère public. Ok. C'est-à-dire qui représente la société tout entière. Alors, au sein d'un tribunal correctionnel, quelles sont les différentes catégories de magistrats? Alors ça vous renvoie à un truc qu'on a vu dans le cours, en tout cas c'est dans le support. Quelles sont les différentes catégories de magistrats qui travaillent? Alors, est-ce que vous connaissez déjà la différence entre un magistrat et un juge? C'est pas la même chose, hein. Est-ce que vous connaissez la différence entre un magistrat et un juge? Un juge, enfin, ça juge les faits. Oui, c'est-à-dire. Ça regarde la loi et les faits, Ouais. alors qu'un magistrat, c'est là pour regarder si les juges ont bien appliqué la loi. Alors, pas exactement. Ça Regarde. coupe pas. Un juge, c'est celui qui juge. C'est quoi juger? Le juge, c'est celui qui arbitre un litige. C'est celui qui tranche entre un demandeur et un défendeur. Ok. On les appelle les juges du siège. Parce que dans un procès, dans les procès, ils restent assis. Ils sont au bureau, ceux qui vont juger, ils sont assis. Et ce sont des arbitres. C'est eux qui vont trancher un litige, qui vont arbitrer un litige entre un demandeur, qui peut être la victime ou le parquet, et un défendeur. Ok. Ça, c'est les juges. Les juges, ils jugent. Alors, un juge dit le droit. Un juge, c'est une juridiction.
Le mot juridiction, ça vient du latin iuris et dicere. Ius iuris, le droit, dicere, qui dit. Le juge, c'est donc le mec qui dit le droit, donc qui applique les règles de droit pour arbitrer un litige. Ok. Donc, alors par exemple, les conseillers prud'hommes, au prud'homme, sont les juges. Les juges consulaires au tribunal de commerce sont les juges. Les juges du siège au tribunal judiciaire sont les juges. Donc ceux qui jugent, on les appelle les juges. Ok. Tous les juges sont des juges. Ok. Mais tous les juges ne sont pas des magistrats. Parce que les magistrats, ce sont des juges qui sont... Ah non, les magistrats, ce sont des gens qui sont déjà tous des fonctionnaires. C'est des professionnels du droit. Ok. Et ils ont fait une école, une fac de droit, ils ont passé un concours. Ensuite, ils sont allés à l'école nationale de magistrature à Bordeaux. C'est l'école des juges. Et là, pendant 2 ans, ils ont appris les fonctions de magistrat. Il ne faut pas que je dise de juge, de magistrat. Au sortir de l'école, selon leur classement, ils ont choisi entre deux métiers différents. Les magistrats du siège, qui seront des juges qui jugent, et les magistrats du parquet, le procureur, qui ne jugent pas. Les magistrats du parquet, le procureur de la République et son staff, ils ne jugent pas. Ils attaquent au nom, ils défendent, leur rôle c'est défendre l'intérêt général, et dans le procès pénal, c'est eux toujours qui sont demandeurs. D'accord. Alors, les deux sortes de magistrats, c'est soit les magistrats du siège qui jugent, par exemple le juge judiciaire du tribunal judiciaire, ok, qui est un juge et un magistrat juge, et les magistrats du parquet qui ne sont pas des juges. Ce sont des accusateurs, des défendeurs de l'intérêt général. Et dans le procès pénal, c'est pas eux qui arbitrent. Ceux qui arbitrent, c'est les juges. Eux, ils sont demandeurs au procès pénal. Donc ils ne sont pas juges, ils sont attaquants. Ok. Ils sont demandeurs. Ça va? Ça va? Alors, si je prends par exemple les conseillers prud'hommes, c'est pas des magistrats parce que c'est pas des juristes professionnels, c'est pas des fonctionnaires. Les juges du tribunal de commerce, les juges consulaires, c'est des juges, c'est pas des magistrats, c'est pas des professionnels, ok? Les magistrats, c'est des juristes, des fonctionnaires du droit, des fonctionnaires. Ils font que ça, tu vois? Et selon le métier qu'ils ont choisi, les magistrats du siège seront des juges, les magistrats du parquet ne seront pas des juges, parce leur boulot n'est pas de juger, ce seront des défendeurs de l'intérêt général, et c'est eux qui seront demandeurs dans le procès pénal. Tu vois? Ça va? Donc, comment je pourrais résumer? Je pourrais dire, certains magistrats sont des juges, les juges du siège, ok? Mais pas tous. Par contre, les juges sont pas nécessairement des magistrats. Je peux expliquer. Si tu prends un juge du tribunal, un juge des prud'hommes, les conseillers prud'hommes, c'est des juges parce qu'ils jugent, mais ils sont pas magistrats. C'est pas des fonctionnaires. Ce sont des salariés ou des employeurs. Donc, c'est pas des fonctionnaires. Ça va? Donc, tous les magistrats sont des fonctionnaires. Certains magistrats sont des juges, d'autres ne sont pas des juges, ceux du parquet. Ok. Les juges de tribunaux de commerce ou les juges des prud'hommes sont des juges, tous, ce n'est pas des magistrats, parce que c'est des bénévoles, ce n'est pas des fonctionnaires du droit. Ça va? Ça va? Ok? Vous voyez le truc? Alors, au sein d'un tribunal correctionnel, qui sont les différentes catégories de magistrats qui travaillent? Eh ben, c'est simple. Les juges qui vont juger, c'est les magistrats du siège qui vont juger, qui vont arbitrer le litige entre les magistrats du parquet, qui sont les accusateurs, et l'accusé, qui est le défendeur. Donc dans un tribunal correctionnel, ceux qui jugent les arbitres là-haut, c'est les magistrats du siège, ceux qui accusent, c'est les magistrats du parquet. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui, Ouais? Ok? Est-ce que vous avez le support du cours ou pas, déjà? non, Non, ok. non, Michael le non. mettra bientôt en ligne, vous verrez, il y a tout ça, il y a tout le détail dedans. Ok? Mm. Hein. Alors, 11. Le serveur d'un restaurant a profité de ses fonctions pour dérober de l'argent à ses clients. Question. De quel recours son employeur dispose-t-il contre lui? Alors, euh, attends. Ah ouais, bah, je suis un peu con. En fait, On est comme tout à l'heure. c'est la même question que le 7. C'est la même question que le Oui, 7. Parce que, qu'est-ce que peut faire alors, qu'est-ce que peut faire l'employeur contre son salarié? Alors, au prud'homme, le licencier pour faute grave, et au pénal,
porter plainte devant le tribunal correctionnel de- contre son salarié afin qu'il soit jugé pour vol. Voilà, voilà. OK? Ça va? Donc, soit pour sanctionner le salarié, lui, prud'homme, il le licencie. Alors, ceci étant, comme c'est un truc volontaire, attends, est-ce que c'était volontaire? Non, c'est même pas une faute lourde, non, c'est une faute grave, c'est juste une faute grave. Non, ce serait juste le licencier. Le licencier. Tu n'as même pas besoin d'aller au prud'homme pour ça. Tu le licencies au civil. Et au pénal, il peut porter plainte contre son salarié. Et c'est le parquet qui décidera ou non de poursuivre le salarié. Voilà. Voilà. OK. Alors, 12. Le propriétaire d'un terrain sur lequel les grenouilles d'une mare perturbent par leur chant un voisin vénère, ce propriétaire a été condamné en première instance. OK. Il entend contester cette décision, estimant n'avoir commis aucune faute. Il dit, c'est pas moi, c'est ces putains de grenouilles. OK. Alors ça, c'est un truc véridique, hein. Ça marche aussi avec les coqs, hein. Vous savez, les coqs qui cocoricotent, les voisins gueulent, etc. Ça marche très bien avec les grenouilles. Les grenouilles, c'est extrêmement bruyant. OK. Alors, ici, comment est-ce qu'on... Alors, le mec a été jugé par le tribunal judiciaire, en principe, et le tribunal judiciaire a dit, vous êtes responsable du vacarme que font les grenouilles qui sont dans la mare dans votre terrain, ok? Vous devez, faire taire les grenouilles, en gros les liquider, et éventuellement indemniser votre voisin pour l'avoir cassé les couilles, enfin, pour l'avoir cassé les oreilles. Ok. Question, euh, comment on peut juridiquement, comment s'explique cette condamnation du tribunal judiciaire qui condamne donc le propriétaire de la mare dans laquelle il y a des grenouilles? Il y Ouais. a un truc, vous avez ça dans le cours. C'est de nouveau la responsabilité dont on a la garde. Alors, très bien. Alors, on pourrait penser à ça. On pourrait penser à la garde des animaux. Ok. À part que la garde des animaux, ça marche pour tous les animaux dont tu es propriétaire, si tu veux, et utilisateur. Un chat, un chien, les animaux domestiques. Ok. Or, les grenouilles, c'est bien bizarre, mais c'est pas des animaux domestiques, entre guillemets. C'est des animaux sauvages, comme un moustique, comme un ver de terre. Un ver de terre, c'est pas un animal domestique, enfin, jusqu'à nouvel ordre. Un moustique non plus. Une grenouille non plus. À moins que tu l'aies chez toi dans un bocal. Là, dans ce cas, ok. Mais si elle est dans une marque sur ton terrain, c'est pas tes grenouilles, hein, d'une certaine façon. Ok. Donc, dans ce cas-là, tu ne seras pas responsable en tant que gardien des animaux. Quelle est cette jurisprudence particulière qui existe à côté de la responsabilité civile? C'est un truc un peu différent. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la théorie des inconvénients normaux de voisinage. La théorie des inconvénients normaux de voisinage. Et les règles qu'on applique dans ce contexte-là, c'est pas les règles du code civil, c'est pas la responsabilité civile. C'est le code de quoi? Merde, c'est le code de c'est pas le code du urbanisme, c'est un autre code, en fait. Et en fait, c'est quoi cette idée de la théorie des inconvénients normaux de voisinage? C'est-à-dire que, donc, tu as des voisins, ok? Quand tu as des voisins, tu dois naturellement supporter certains types d'inconvénients. Les bruits, en particulier, éventuellement les odeurs, ok? Par exemple, quand tu habites dans un immeuble, surtout un immeuble ancien, qui est mal insonorisé, tu peux pas gueuler lorsque tu entends le couple du dessus qui s'engueule, les gamins du dessus qui font tomber leurs jouets, ou le voisin du dessus qui passe l'aspirateur, qui tape sur les plaintes et qui te réveille le matin. Ça, c'est normal. C'est normal. Ok. Par contre, quand tu as des nuisances, en particulier sonores, qui sont pas normales, genre le mec se met à jouer de la guitare à 3 heures du matin, ou se met à taper sur les murs comme un taré avec une batte de baseball. Ok. Là, ça devient des inconvénients anormaux de voisinage. Et dans ce cas-là, celui qui génère les troubles de jouissance, les nuisances, en est responsable sans faute de sa part. C'est très intéressant. Tu peux être tenu responsable d'un trouble de voisinage, d'un trouble anormal de voisinage, sans avoir fait nécessairement de faute de ta part. Tu vois? C'est même pas de la responsabilité civile. C'est un truc qui est en parallèle. Alors, quand tu regardes l'actualité, le grand truc classique, ça va être le mec qui a des coqs qui tous les matins chante à 4 heures du matin, ça réveille le voisin qu'on a ras le cul. Ok. Et le voisin attaque le propriétaire du coq. Eh bien, si ça arrive à la campagne, qu'est-ce que dit le juge? Le juge va dire au voisin, ok, je suis désolé, c'est vrai que ça vous réveille, mais on est à la campagne, le chant du coq à la campagne, c'est un inconvénient normal. Ok. Même chose si tu entends un âne qui braie ou des vaches qui meuglent. Ok. Par contre, si tu es en ville, à Paris, et que tu entends un coq qui te casse les couilles, c'est pas normal.
un coq à Paris, c'est pas un inconvénient normal. Et dans ce cas-là, tu pourras attaquer le propriétaire du coq. Tu vois? Voilà. Il y a toute une jurisprudence comme ça avec les coqs, les grenouilles. euh, Tu vois? Tiens, regarde. Tu habites au premier étage d'un petit bâtiment. Ok. En dessous, tu as un rez-de-chaussée commercial. Et le rez-de-chaussée commercial, local, vient d'être loué par un mec qui va faire une boîte de nuit. Une putain de boîte de nuit. Et le mec, donc la nuit, boum, boum, boum. Le mec, tu vas pas dormir, ça, les vibrations. Est-ce que tu peux attaquer le mec du dessous? Oui, parce que ça, c'est un trouble anormal de voisinage. Surtout que tu étais déjà là et lui, il est arrivé après. Hein. Ok. Eh bien, ça, le fait que tu puisses pas dormir, ça, c'est anormal dans une vie en collective. Tu n'es pas censé. La preuve, c'est que les boîtes de nuit, en général, elles sont rarement en ville, en tout cas dans un bâtiment d'habitation. Elles sont plutôt à l'extérieur. Tu vois? Voilà. Et ce que je veux simplement dire, c'est que cette théorie des inconvénients normaux de voisinage, c'est pas de la responsabilité civile délictuelle. C'est un truc un peu à part. Et c'est un cas de responsabilité sans faute. Il suffit qu'il y ait des inconvénients anormaux de voisinage pour que celui d'où ça vient en soit déclaré responsable. Sans faute de sa part. Sans faute de sa part. Tu es d'accord que là, imagine, j'ai un grand terrain, moi. Ok. Il y a une mare qui se formait naturellement. Les grenouilles se foutent dedans. Et les grenouilles, ça fait vachement de bruit. Hein. Si ça gêne mon voisin, j'ai pas fait de faute, mais je suis responsable. Et si mon voisin m'attaque en justice, je vais perdre. Tu vois? Enfin, surtout si je suis. Alors, si je suis à la campagne, c'est un peu différent, mais si je suis un peu en ville, je suis sûr d'être condamné. Ça va? Voilà. Alors, euh, de quel recours dispose-t-il pour contester cette décision? Donc, on suppose qu'il a été condamné par un tribunal judiciaire à quoi? Un, à combler la mare, donc en fait à niquer les grenouilles, et éventuellement à verser un peu de dommages-intérêts au voisin auquel tu as cassé les oreilles. Ok. Donc, tu es condamné par un tribunal judiciaire. Tu n'es pas content. Qu'est-ce que tu peux faire? Question Ah, simple. Oui, appel. bien sûr. Appel. Bien sûr. Interjeter appel du jugement qui te condamne. Interjeter appel ou faire appel du jugement qui t'a condamné. Ok. À quelles conditions? Si le Rappelez-moi. litige, les indemnités, c'est supérieur à 5 000 euros. En gros, c'est... Voilà. Si le montant de l'affaire dépasse 5 000 € ou qu'il est indéterminé, parce que ça, si tu veux, c'est pas nécessairement chiffrable. Quand un problème, quand une affaire juridique n'est pas chiffrable, par définition, on considère que c'est au-dessus de 5 000 €. Donc, tu pourras faire appel. Donc, première condition, effectivement, il faut que le montant de l'affaire dépasse. Alors, comment on l'appelle cette limite de 5 000 €? Elle a un nom. Ça s'appelle le taux, le taux de ressort. Hein, la limite à partir duquel tu peux interjeter appel d'un jugement, les 5 000 €, on appelle ça le taux de ressort. Donc, la première condition pour pouvoir faire appel, c'est que le montant de l'affaire, par exemple les sommes qui sont réclamées au départ, au tout départ, hein, dépasse le taux de ressort et que, c'est quoi la deuxième condition pour pouvoir faire appel? Très important ça. La deuxième condition pour pouvoir aller en appel, il faut que vous vous décidiez dans un délai de Ah oui, de quinze jours. plus, 2 mois. 2 mois. moins. Ah, un 2 mois, mois c'est pour alors. aller en cassation. 2 mois, c'est pour aller en cassation. D'accord, Pour alors aller c'est du un premier mois. degré, 1 mois, 30 jours. 30 jours. Hein, c'est ce qu'on appelle le délai d'appel. 30 jours. Ok. Donc, à partir du moment où le tribunal judiciaire te condamne, mettons, à indemniser, à partir de ce moment-là, tu as 30 jours pour choisir de faire appel ou pas. Si dans les 30 jours, tu décides d'aller en appel et que le montant de l'affaire dépasse 5 000 €, le taux de ressort, alors ce sera rejugé en appel. Par contre, si au bout de 30 jours, tu n'as pas moufté, au bout du 31e jour, la possibilité de faire appel est fermée. On dit que les voies de recours sont fermées et le jugement devient exécutoire. C'est-à-dire que tu devras exécuter le jugement rendu contre toi. Il est, il est trop tard pour le contester. C'est ça l'idée. Hein. Ça va? Donc, très important ça. Deux conditions. Le montant de l'affaire, le délai pour faire appel. Ok. Alors, Marie est magistrate, donc juge. Elle doit demain, donc juge du siège, elle doit demain juger une affaire qui oppose Marcel, son cousin, à un artisan auquel celui-ci a fait appel. Ok. Question. La procédure est-elle régulière? En gros, y a-t-il un malaise? Alors, à part si elle ne connaît pas du tout son cousin, sinon, Ouais. elle n'est pas censée. Elle est pas censée. Enfin, elle est censée être partiale, donc Voilà. Elle est censée être quoi? impartiale. Impartiale, absolument. Elle est censée être impartiale. Or, par définition, si l'une des parties au litige
et quelqu'un que tu connais bien, que tu aimes bien, ou que tu détestes, peu importe, mais quelqu'un avec lequel tu as des relations, n'importe quoi, le juge, qui doit être impartial, a l'obligation, on dit, de se déporter, de dire, attends, je ne suis pas compétent sur ce coup-là, je connais l'une des parties, et tu dois demander à un collègue de te remplacer. Tu vois, on dit que tu dois te déporter. Tu vois, voilà. Hein. Parce qu'effectivement, les magistrats, enfin les juges du siège, ceux qui jugent, doivent être bien sûr impartiaux. Impartiaux. Impartial, ça veut dire neutre. Or, si aimes bien ou tu détestes l'une des parties, tu ne seras pas neutre. Ok. Donc là, le procès serait biaisé. Donc voilà. Hein. L'impartialité, absolument. Alors, 14. Clara gare sa voiture dans une rue en pente. Le temps de faire une course. Le temps de faire une course. Pour une raison inconnue, le frein à main lâche. La voiture dévale la rue et va défoncer la vitrine d'un poissonnier. Qui est responsable? S'il y a un responsable. Clara. Pourquoi? Eh À ben, quel titre? là Oui, à quel encore, titre? c'est sa responsabilité parce qu'elle en a la garde. Exact. Voilà, en tant que gardienne de la chose qui cause le dommage. On dit en tant que gardienne, c'est-à-dire utilisatrice, hein, en tant que gardienne de la chose qui est l'instrument du dommage. L'instrument du dommage, c'est-à-dire que, entre guillemets, le dommage a été causé à cause de la chose. C'est un peu con de dire à cause d'une chose, ça n'existe pas, mais c'est l'idée. On dit que la chose a eu un rôle actif dans la survenance du dommage. Ok. Et alors, une petite chose, même si la voiture n'était pas Clara, même si Clara avait emprunté la voiture d'une copine, si au moment de l'accident, elle était celle qui utilisait la voiture, elle en était gardienne. Donc tu peux très bien être gardien de la chose qui cause le dommage sans en être propriétaire. La propriété et la garde de la chose, c'est différent. Propriété, c'est celui qui a des droits de propriété dessus. Le gardien, c'est celui qui utilise la chose, qui a, je cite, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la chose. Donc il faut bien dissocier propriété et garde. Alors il se peut très bien que le propriétaire soit aussi gardien, bien sûr, hein, mais le gardien n'est pas toujours le propriétaire de la chose. Tu vois? Euh, 15. Carmen s'est adressée au cordonnier de son quartier afin qu'il répare une vieille paire de chaussures à laquelle il est très attaché. Excusez-moi, je ne sais pas si on a encore du temps, mais moi je veux bien qu'on revienne sur ce coup-là de Clara et sa responsabilité. Parce qu'en gros, si elle n'est pas propriétaire, qu'on lui a Ouais, prêté euh, l'assurance, c'est son propriétaire qui l'assure. ouais, ouais, mais ce qui va Donc, se passer, alors après, il faudra voir. Après, sur l'assurance, ça viendra après. La question T0, au moment de l'accident, c'est qui est responsable du dommage? Réponse, celui qui était au volant, le gardien, l'utilisateur. Alors après, le gardien est-il propriétaire ou tout de la bagnole? Ça, on s'en branle, on s'en fout. L'important, c'est celui qui était au volant. Alors après, donc on va dire, vous là, le dernier utilisateur de la chose, vous êtes gardien, vous êtes responsable, vous devez payer. Alors après, est-ce que c'est lui qui paye ou un quelconque assureur? Ça, après, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Tu vois? Mais la première vérité juridique, c'est l'utilisateur de la chose au moment des dégâts qui en est responsable. Tu ok. vois? Voilà, c'est juste ça. Après, sur assurance, on verra. Est-ce que la bagnole était assurée pour tous les conducteurs ou uniquement pour le propriétaire? Tu vois, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Mais ça dépend, on ne sait pas trop. Mais l'important, c'est de dire, au moment où la vitrine est défoncée, qui est responsable? Le dernier qui était dans la bagnole, le dernier qui était au volant de la bagnole. Et ça peut très bien être un voleur, hein. Ça peut très bien être un mec qui avait chouré la bagnole, hein. Tu vois? Alors, comment ça va se passer? Ok, le mec fait ça, le mec s'enfuit, ok. La bagnole est foncée. Le poissonnier va en justice. Il dit, ouais, qui est responsable de mon dommage? Là, on a la plaque d'immatriculation, on dit, ok, la carte grise est au nom de tel propriétaire. On va voir le propriétaire, on dit, voilà, vous là, c'est votre bagnole qui a fait ça. En tant que propriétaire, on suppose que vous êtes le gardien, le responsable. Si le mec peut se démontrer, à prouver qu'au moment des faits, la voiture lui avait été volée, témoignage, etc., dans ce cas-là, s'il peut prouver un transfert involontaire de la garde, donc le nouveau gardien, c'était le voleur, donc plus le propriétaire, dans ce cas-là, le propriétaire est dégagé. Donc il faut trouver le voleur, voilà. Et si on ne trouve pas le voleur, c'est simple, il n'y aura pas de responsable du dommage. Il n'y aura pas, la victime n'aura personne contre qui se retourner. Responsable, le voleur, où il est, on ne sait pas. Donc voilà, on sait que ce n'est pas le propriétaire, parce que le propriétaire n'était plus gardien. Il y avait un transfert de la garde du fait du vol. Le nouveau gardien, donc le nouveau responsable potentiel, c'est le voleur. Si tu chopes pas le voleur, ou si tu chopes qu'il n'est pas solvable, il n'y a pas de responsable. Il n'y a Ah pas de ouais, responsable. Et ce qu'il ok. faut admettre, tu sais, c'est que
il arrive des fois qu'il y a des dommages sans qu'il y ait de responsable. Les Américains disent shit happens. Les merdes Ouais. arrivent. Ok. Mais c'est vrai en plus, hein. Tu sais, Ouais. chaque année, en France, tu as je sais pas combien de dizaines de mecs qui sont foudroyés sur des quais de gare. Ils se prennent la foudre. Soit ils sont brûlés, soit ils meurent. Ok. Donc les mecs, il y a un vrai dommage. Qui est responsable? Personne, hein, c'est Zeus, hein, c'est Dieu des éclairs. Personne n'est responsable. C'est pas l'État, c'est pas la SNCF. T'as juste pas de chance, mon ami. Tu vois? T'as la montagne. Un truc de glace se décroche, te tombe sur la gueule, tu meurs. Il n'y a pas de gardien de la glace. Il n'y a pas de gardien. Un aigle te tombe dessus, te crève les yeux. Un aigle, c'est un animal sauvage. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de responsable. Donc il faut admettre, et ça je sais qu'aujourd'hui notre société, on a du mal à admettre ça. Tu peux avoir un préjudice sans qu'il y ait de responsable à l'origine du truc. Voilà. Tu vois? C'est ça. Alors, euh, c'est bon, j'ai répondu à ta question. Oui, Ça va? oui, Ok. merci. Alors, donc, Carmen fait réparer ses godasses auxquelles elle tient par un cordonnier. Ok. Lorsque l'artisan lui rend les godasses, elle s'aperçoit qu'en fait, la semelle se décolle et donc le boulot était mal fait. Ok. Elle commence à rouscailler et le cordonnier s'excite et il la vire dehors. Il la jette du magasin, elle se blesse. Ok. Question. De quel recours dispose-t-elle concernant un, l'exécution de la réparation mal faite et deux, du fait qu'elle a été blessée au moment où il l'a balancée dans la rue? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Alors, a priori, il y a deux types d'actions qu'elle pourrait mettre en œuvre. Donc, concernant la mauvaise réparation, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Contractuellement, déjà, Exact, il y exact. avait une attente. Voilà, voilà. Il y avait une attente. Au terme de ce contrat, c'est un contrat de prestation, un contrat, on appelle ça un Mm. contrat d'entreprise, le vrai nom, hein. Contrat de réparation. Le mec devait réparer, parce que c'est un professionnel, il a une formation, ça doit réussir. C'est ce qu'on appelle une obligation de résultat. Le simple fait que la réparation ne soit pas fructueuse, bien faite, contractuellement, il est responsable d'une mauvaise exécution de sa prestation, de ses obligations contractuelles. Ok. Donc, elle pourrait très bien l'attaquer devant le tribunal judiciaire ou de commerce pour en responsabilité civile contractuelle. Contrat mal exécuté, préjudice, qu'elle soit indemnisée. Ok. Pour une faute contractuelle. Ok, ça c'est au civil. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi en parallèle? Toujours au civil, causes et blessures, hein. Tout à fait. Les dommages causés par le fait qu'il l'a projeté au sol seraient du fait personnel, faute, dommage, lien de causalité. On ne pousse pas les gens, etc. Le dommage, frais médicaux, souffrance, machin. Il y a bien une faute, il y a bien un préjudice, un lien de causalité, responsabilité. Ok, ça c'est la responsabilité civile délictuelle. Ça peut rien avoir avec le contrat. Ok. Là, elle veut réparation de préjudice corporel. Qu'est-ce qu'elle pourrait aussi faire? Au pénal, hein. Là, c'est blessure involontaire, hein. Délit, coup et blessure involontaire. Porter plainte devant le tribunal correctionnel pour coup et blessure involontaire. Après, on ne sait pas si le parquet décidera de poursuivre ou pas, le ministère public, mais elle peut déjà porter plainte au pénal pour ça. Donc, au civil, un, engager la responsabilité civile contractuelle du cordonnier qui a mal fait son boulot. Deux, un procès distinct. Dans un procès distinct, engager la responsabilité civile délictuelle du fait qu'il l'a blessé, lui a fait mal, lui a causé un dommage au civil. Et enfin, au pénal, porter plainte parce que c'est un mec violent et dangereux pour délit de coups et blessures involontaires ou volontaires. Ça va? C'est bon? Voilà. Alors, 16. Le coût d'un procès est pris en charge par l'État car la justice est un service public. Vrai ou faux? Vrai, mais la partie du procès, pas la partie autour. C'est-à-dire. Alors, qu'est-ce qui est gratuit? Quelles prestations sont gratuites? Quelles prestations sont payantes? La partie magistrat, Voilà. la partie avocat expert, par contre, ça va être à notre charge. C'est ça. Alors, les frais d'avocat, les frais d'expertise, les frais d'huissier, tout ça, c'est pour les plaideurs, demandeurs, défendeurs, c'est qui paieront. Le seul truc qui est cadeau, c'est évidemment les fonctions du juge, parce que de toute façon, le juge, soit il travaille à titre bénévole, au prud'homme ou au tribunal de commerce, soit c'est un fonctionnaire. Dans tous les cas, tu n'as pas à le payer. Donc, la prestation des magistrats, des juges du siège, elle est gratuite. Par contre, tous les intervenants extérieurs, c'est les parties qui rincent. Et en particulier, ce sera surtout celui qui perd le procès qui va se taper la douloureuse. Hein.
Alors, 17. Un tribunal judiciaire peut condamner un justiciable au paiement de dommages et intérêts. Vrai ou faux? Vrai? Bien sûr, Puisque, c'est vrai, hein. Classiquement, hein. Dans puisque tous les c'est procès en responsabilité civile responsabilité. délictuelle, Mm. hein, ou Oui. attends, délictuelle ou contractuelle, dans tous les procès en responsabilité civile, un Mm. tribunal judiciaire peut tout à fait condamner quelqu'un, en fait, le responsable, à indemniser le préjudice qu'il a causé à la victime. Ça, c'est classique, bien sûr, fondamental. Est-ce que le tribunal judiciaire peut condamner un justiciable au paiement d'une amende? Non. Non, Pourquoi? c'est des dommages et intérêts. C'est dommage d'intérêt. Qui peut condamner quelqu'un au paiement d'une amende? Tribunal de police Ou ou le tribunal Correctionnels. ou criminel. correctionnel. Donc uniquement un tribunal pénal. Parce qu'une amende, c'est une punition. Donc seuls les tribunaux pénaux, punition, punir, sont compétents. Donc ça peut être un tribunal de police pour une contravention, tribunal correctionnel pour un délit. Alors, les crimes, tu as assez rarement une peine d'amende en matière criminelle. En général, c'est de la prison, de la réclusion criminelle. Tu as assez peu d'amende pour un crime, hein. Ça arrive parfois, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ok. Alors, en 2012, un client fait l'acquisition d'un four à micro. Après l'avoir utilisé quotidiennement pendant 3 ans, il développe soudain une tumeur au cerveau qu'il attribue au fonctionnement de l'appareil. En 2023, il décide d'assigner le fabricant en justice pour obtenir réparation de son dommage. Alors, dans quelle mesure sa démarche peut-elle aboutir? Alors réfléchissez bien là. À quel cas de responsabilité civile a-t-on affaire ici? À quel cas? Oui. C'est un fait personnel, là, non? Non, pas un fait personnel. Un fait personnel, c'est quand tu fais toi-même une faute. Là, le mec, il t'a vendu un bordel et tu penses que ce machin t'a causé une tumeur. Donc, en gros, tu supposes que le produit contient quoi, au sens strict du Ah, terme? Hmm. bah, non, ça serait responsabilité délictuelle extra-contractuelle. Exact, exact, et plus précisément. Eh bien, c'est. Ah, Si tu penses vraiment que le machin t'a causé une tumeur au cerveau, oui, donc c'est le ce que. produit est Dangereux. dangereux. Dangereux, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est Donc, un à quel cas défaut. Non, vous l'avez dit tout à l'heure en plus, c'était. Oui, oui, c'est la responsabilité C'est un civile. produit défectueux. Voilà, Voilà, défectueux. voilà la responsabilité du producteur du produit défectueux. Le producteur. Alors, le producteur, c'est qui? Ça peut être qui? Le vendeur, le fabricant ou l'importateur. Ok, vendeur, fabricant, importateur. Le producteur. Ok. Défectueux, alors, un défaut, c'est très important. Le défaut, c'est pas simplement le truc qui empêche un fonctionnement normal. Ça, c'est plutôt un vice caché. C'est plutôt contractuel, ça. C'est le truc qui rend la chose euh, attendez, je reviens. La définition du défaut, c'est le produit défectueux est celui qui ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Qui ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Donc, un produit qui est dangereux. S'il n'est pas sûr, il est dangereux. Ok. Donc ici, si tu penses que le produit te cause une tumeur, il est donc dangereux. Donc, tu vas attaquer le vendeur en tant que producteur du produit dangereux. Donc, c'est une responsabilité civile délictuelle, extra-contractuelle. Tu vois, tu peux très bien attaquer le fabricant, avec lequel tu n'as aucun rapport contractuel. Le fabricant, en tant que producteur. Alors, ici, il y a un truc particulier. Dans quel délai, quand tu estimes être victime d'un produit défectueux, dans quel délai tu dois attaquer le producteur pour pas être hors délai, pour pas être frappé de prescription? Quel est ce délai? Vous vous rappelez? C'est spécial. 5 ans? Alors, en temps normal, ce serait 5 ans. Mais ici, c'est particulier. C'est combien? En temps normal, c'est vrai que normalement, c'est 5 ans. Mais pas ici. C'est quoi le délai ici? Pour le produit défectueux? C'est 20 ans? Non. Alors, On je passe vous à- explique. comme, Tu as un comme... double délai. L'action contre le producteur du produit défectueux doit être mise en œuvre, intentée. Alors, dans les 10 ans qui suivent la, alors on dit la mise en circulation du produit, c'est-à-dire la vente du produit, dans les 10 ans. Je m'explique. Si plus de 10 ans après avoir acheté le bien, le défaut apparaît, c'est trop tard. Le délai pour agir est expiré, il serait prescrit. Et maintenant, si dans les 10 ans qui suivent la vente, le défaut apparaît,
À compter du moment où le défaut apparaît, tu as alors 3 ans pour saisir la justice. Donc tu as un délai de 3 ans à l'intérieur d'un délai de 10 ans. Tu as un délai de 3 ans à l'intérieur d'un délai de 10 ans. Je m'explique. Imagine, tu achètes un truc, le bien est commercialisé en l'an 2000. Tu l'achètes en 2000. OK. Si en 2006, le défaut apparaît, en 2006, c'est-à-dire 6 ans après la vente, donc dans les 10 ans, s'il apparaît en 2006, eh bien, tu as encore 3 ans, donc 2006 à 2009, pour saisir la justice. Tu vois? Donc, il faut que le défaut apparaisse dans les 10 ans, et à partir du moment où il apparaît, il faut que tu saisisses la justice dans les 3 ans. Ça va? Est-ce que c'est clair, mon histoire? Donc, le défaut doit apparaître dans les 10 ans qui suivent la vente, et à partir du moment où le défaut apparaît, tu dois saisir la justice dans les 3 ans qui suivent l'apparition du défaut. Yes? C'est clair, oui. Ça va? Et Oui, donc ici, s'il a acheté le bordel en 2012, ce qu'on en déduit, c'est que euh, il faut que le défaut apparaisse dans les 10 ans qui suivent pour pouvoir faire quelque chose. Donc jusqu'en 2022. En réalité, si dans ces 10 ans, si jusqu'en 2022, le défaut apparaît, tu as alors 3 ans pour saisir d'aller en justice. Là, ici, l'énoncé dit, il décide d'attaquer en justice en 2023, c'est-à-dire au-delà des 10 ans, ben, il est trop tard, a priori. Ça va? Ça va? Ok. oui, Donc ça c'est le seul cas où tu as un délai pour agir très particulier. Attends, faut que je rebranche mon ordi, sinon on va être coupé. Voilà. Ok. Donc, parce qu'en temps normal, on est d'accord, hein, en matière de responsabilité civile délictuelle, tu as 5 ans à compter du dommage. Ok. Délictuel. Contractuel, c'est aussi en général 5 ans en général à compter de la conclusion du contrat ou autre. Ok. Exception. En matière de responsabilité civile délictuelle. La norme, c'est 5 ans. Par contre, lorsque les dommages sont des dommages corporels, tu as non pas 5 ans pour agir, mais 10 ans. Donc, la réparation des dommages corporels, pas commerciaux, pas moraux, pas sexuels, pas environnementaux, mais la réparation des dommages corporels, physiques, c'est 10 ans à compter de la survenance du dommage. Pas 5, 10. OK. Et le deuxième délai spécial, pour les produits défectueux, il faut que le défaut apparaisse dans les 10 ans qui suivent la commercialisation. Et à partir du moment où il apparaît, tu as encore 3 ans pour saisir la justice. Ça va? Donc un délai de 3 ans à l'intérieur des 10 ans. Voilà. Ça, c'est les deux seuls cas particuliers de prescription. Hein. Et vous verrez, au fur et à mesure des années de vos études, vous allez voir en droit, il y a un truc qui est toujours fondamental, deux trucs fondamentaux. Est-ce que vous avez, quand il y a un procès, est-ce que vous avez la preuve de ce que vous alléguez, de ce que vous racontez au juge? Est-ce que vous avez la preuve? Et deux, est-ce que vous êtes dans les délais, soit pour attaquer quelqu'un, soit pour être attaqué? Tu vois? Parce que même si tu es en ton droit, mais que tu agis trop tard, c'est mort. L'action est foreclose. Dès le début du procès, ton adversaire dira, Monsieur le juge, il est trop tard, mon adversaire m'attaque trop tardivement. Le juge dira, OK, c'est bon, c'est mort. OK. Donc, les délais et la preuve. OK, c'est deux choses incontournables. Tu vois. Alors, comment appelle-t-on les juges du tribunal de commerce? les juges consulaires. Les juges consulaires, absolument, hein, les juges consulaires. Au prud'homme, c'est les conseillers prud'homme. Ici, c'est les juges consulaires. OK. Comment accèdent-ils à leur fonction? Comment on devient juge consulaire? C'est en fonction de leur fonction. Alors, les Il y a juges un consulaires, vote. c'est toujours des commerçants ou des chefs d'entreprise. OK, ouais. Mais comment tu fais pour devenir, quand tu es commerçant, comment tu fais il y a pour un devenir, vote. comment? Il y a un vote. Un vote, oui, une élection, OK. Non, c'est Qui sont les votes? bénévolement. Redis? C'est bénévolement au service Alors, de c'est la... bénévole. C'est-à-dire que une fois que tu es élu juge, tes fonctions sont. Alors, en fait, ouais, tu es bénévole. Bon, tu as quand même un défraiement. Tu as un petit bifton symbolique, etc. Mais c'est vrai qu'en gros, c'est bénévole. Mais comment tu deviens? Par l'élection. OK? Et en fait, on appelle ça les élections consulaires. Je crois que c'est tous les 4 ans ou 5 ans, je ne me rappelle plus. Et en fait, tous les 5 ans, tu as tous les commerçants de France ou tous les chefs d'entreprise qui, peuvent se présenter pour être candidats pour être machin, et tous les commerçants peuvent voter. De la même façon que tous les 4 ans, tous les salariés de France peuvent voter pour d'autres salariés qui vont se présenter
comme juge au prud'homme, et tous les employeurs vont voter pour, euh, pour élire les autres employeurs qui seront candidats. Ok. Donc on y accède par l'élection. T'as pas à faire un concours, t'as pas à faire des études de droit, il suffit d'être commerçant, de te présenter et d'être élu. Ok. Voilà. Alors, 22. Devant le tribunal de commerce, la preuve est libre. C'est vrai ou faux? Devant le tribunal de commerce, la preuve est libre. Oui, Alors, en principe, si c'est entre commerçants, oui. Hein, la preuve des faits et aussi des actes juridiques, c'est-à-dire des contrats, entre commerçants, est libre. Sauf exception, elle est libre. Ouais. Il y a juste un truc. Si voulait vraiment bien répondre de façon complète à cette question, si c'est un litige entre deux commerçants, on peut considérer que la preuve se fait par tout moyen. Par contre, quand c'est un litige mixte entre un commerçant et un non-commerçant, là, c'est plus compliqué parce que chacun va utiliser les modes de preuve de son adversaire. Sachant que pour le non-commerçant, pour le civil, le non-commerçant, s'il faut prouver l'existence d'un acte juridique, d'un contrat de plus de 1500 euros, normalement, tu dois produire un écrit. Et dans ce cas-là, le commerçant qui doit prouver contre le civil, à propos d'un contrat de plus de 1500 euros, hein, le commerçant devra produire un écrit alors que le civil, lui, utilise la liberté de la preuve du commerçant. C'est une preuve croisée. Chacun utilise les modes de preuve de l'autre. OK? Voilà. Bon, là, je fais une réponse complète et un peu sophistiquée. Mais à la base, si devant un tribunal de commerce, les deux adversaires sont des commerçants, en matière commerciale, la preuve des faits juridiques et la preuve des actes juridiques se fait par tout moyen. Donc, on peut considérer que c'est vrai. OK. Alors, dernière question. Au sein de la Cour de cassation, qui juge, quelle est la formation qui juge les affaires en droit du travail? Comment elle s'appelle? J'aurais pu poser la même question avec la cour d'appel, hein. Est-ce que vous vous rappelez les différentes chambres? chambre sociale. Voilà, bien sûr, la chambre sociale. La chambre sociale. Hein. Cour de cassation, vous avez 6 chambres. 3 chambres civiles. En fait, il y a 2 délictuelles, une contractuelle, mais 3 chambres civiles, une commerciale et financière, droit des affaires, une chambre sociale, droit du travail, et une chambre criminelle qui fait tout le pénal. Tout le pénal. En fait, pas que les crimes, hein, tout ce qui est pénal. Donc une criminelle, une sociale, une commerciale et financière, 3 chambres civiles. Donc qui juge les droits du travail? Alors droit du travail, c'est simple, ça commencera par les prud'hommes, puis chambre sociale de la cour d'appel, puis chambre sociale de la cour de cassation. Ok. Si c'était une affaire de droit des affaires, tribunal de commerce, chambre commerciale et financière de cour d'appel, chambre commerciale et financière de la cour de cassation. Ok. Voilà. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui, Oui, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. non, Ça c'était va? Ça roule? Donc, voyez bien la oui. distinction, responsabilité civile, responsabilité pénale. Les finalités ne sont pas les mêmes, les tribunaux ne sont pas les mêmes, hein, les personnes possiblement responsables ne sont pas les mêmes. OK? Mm. Voilà. OK. Bon, si vous n'avez plus de questions, jeunes gens, je vous fais grâce de 1 minute. Une minute que nous rattraperons dimanche après la messe. OK. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Ça Oui, roule? merci beaucoup. OK. Merci, bonne Bonne soirée. soirée, jeunes gens. Bye. À bientôt. Ciao, ciao.